Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce cycle de conférences organisé par la Société vaudoise des sciences naturelles, SVSN. Nous retrouvons avec plaisir des membres et nous avons également ce soir des visiteurs. Si c'est la première fois que vous poussez la porte, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à consulter notre site web où vous trouverez toutes les informations sur les activités que nous organisons. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous rejoindre en tant que membre. Nous serions ravis de vous accueillir. Quelques petits détails techniques. Cette conférence est enregistrée. Elle sera mise en ligne sur la chaîne YouTube. De par votre participation, vous acceptez implicitement de figurer sur les images. Si tel n'est pas le cas, nous vous invitons à désactiver votre caméra de façon à ne pas apparaître. Nous vous invitons également à désactiver et votre caméra et votre micro pendant cette conférence et à la fin, dans la deuxième partie, lorsque nous aurons la séance de questions et réponses, au contraire, à l'activer, à activer les deux même, pour pouvoir participer à cette deuxième partie. En tant que chercheur, je pense que nous avons beaucoup de chance aujourd'hui parce que nous pouvons étudier la complexité grâce à de nombreuses méthodologies, de nombreux instruments, des méthodes d'analyse, y compris Big Data de nos jours, et nous avons vraiment de grandes facilités. En revanche, quand on se replonge dans les siècles passés, nos scientifiques étaient quand même très inspirés parce qu'ils n'avaient pas tous les moyens dont nous disposons actuellement. Et parfois, on se demande comment ils arrivaient à faire des découvertes fondamentales pour la société avec des instruments qui, même des fois, paraissent un petit peu désuets. Nous avons la chance à l'EPFL d'avoir le laboratoire d'histoire de sciences et techniques qui a une collection d'instruments anciens et qui essaye de les faire vivre. Ce laboratoire est dirigé par le professeur Jérôme Baudry. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir deux de ses membres actifs, oserais-je dire, les docteurs Simon Dumas-Primbaud et Ion Mihailescu, qui non seulement font des recherches dans ce laboratoire, mais également enseignent un cours de master. J'ai eu l'occasion d'intervenir brièvement dans leur cours au semestre d'automne pour parler de la chimie et de l'alchimie, puisque je suis chimiste. Et j'ai vu des étudiants qui étaient vraiment très enthousiastes et des petits yeux qui brillaient. Et c'eût été dommage de ne pas profiter de toute l'expérience, de tout ce qu'ils ont développé jusque-là. C'est pourquoi la société SVSN a décidé de les inviter ce soir. Et les ayant présentés ainsi, je pense qu'il est maintenant temps de leur donner la parole pour leur partie conférence. Et dans un deuxième temps, comme je viens de vous le dire, on se retrouve pour toutes les questions. Merci. Merci Anne-Sophie pour cette introduction. Merci aussi de l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous d'être présents ce soir. Alors, juste une petite précision, c'est moi qui vais faire, pour des raisons pratiques, la conférence les 45 premières minutes ce soir. Mais tout est un travail réalisé à quatre mains, donc avec mon collègue Ion Mihailescu ici présent, des réflexions, des lectures communes et surtout un enseignement réalisé en tandem. Et donc, il sera présent tout à l'heure pour répondre également aux questions. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que tout le monde peut le voir. Nous avons souhaité intituler cette conférence « Expérimenter avec l'histoire » et sous-titrer « Comprendre les savoirs passés par la pratique et le terrain » puisque ce soir, nous aimerions vous faire une proposition qui serait de porter l'histoire d'abord vers le laboratoire et ensuite vers le terrain, carrément, la montagne, le Léman et tout ce qu'on pourrait imaginer de terrain. Alors, je m'y prendrai ce soir en trois parties, comme on fait d'habitude. Je vais vous faire une petite introduction sur ce que c'est que, disons, le traditionnel métier d'historien. On verra pourquoi les guillemets. Dans un premier temps, on verra ce qui a déjà été fait en matière d'histoire des sciences dites expérimentales ou pratiques. Dans un second temps, je vous présenterai l'enseignement que nous tenons avec Ion en master à l'EPFL. Et dans un troisième temps, on essaiera justement de porter cette histoire expérimentale vers la montagne et je vous présenterai un projet en cours au laboratoire d'histoire des sciences et des techniques
en commun tant avec mon collègue Yon qu'avec Jérôme Baudry. Quand on dit métier d'historien, ce qui vient à la tête justement de l'historien ou de l'historienne, c'est Marc Bloch, qui lui-même était un historien lyonnais, fondateur de l'école des Annales d'histoire économique et sociale pendant l'entre-deux-guerres, et qui a écrit au début de la Seconde Guerre mondiale cet opuscule intitulé « Apologie pour l'histoire au métier d'historien » et qui sera publié de manière posthume à la sortie de guerre en 1949. Dans cet ouvrage, Marc Bloch essaie de théoriser un peu ce que c'est que la pratique, la discipline de l'histoire et le métier d'historien. Et son point de départ, c'est de dire que l'historien fait une observation indirecte des choses, et des événements, des personnes, des pratiques du passé, à travers un certain nombre de traces qui sont d'ordre différent, des traces archéologiques, mais surtout pour l'histoire plus traditionnelle, des sources considérées comme des témoignages, parfois volontaires ou involontaires, et qui nous ont été transmis par l'archive comme lieu, comme collection de sources, l'archive également comme institution. Cette archive, donc, qui est principalement faite de papier, et même d'écrit principalement, il faut la soumettre à la critique. Alors, le métier, la pratique de l'historien est d'en faire l'analyse interne pour essayer d'en mesurer la cohérence et la fiabilité, d'en faire l'analyse externe pour la relier à son contexte historique, social, politique, économique, culturel, d'en vérifier également la véridicité. Et puis, une fois soumise à la critique, cette source ou ces sources, l'historien doit en faire l'analyse, doit monter un récit historique par un assemblage critique de ces sources-là. Et ce récit qu'écrit l'historien à partir des sources papier, pour Marc Bloch, et c'est la raison pour laquelle il parle du métier d'historien, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, ce récit doit être utile à la société. C'est là qu'est le métier ou le rôle de l'historien dans la cité. C'est une histoire qui doit nous permettre de réfléchir sur nos pratiques contemporaines. Alors, on pourrait passer des heures à discuter de cet ouvrage qui d'ailleurs a été traduit en anglais assez tôt, qui a été réédité au début des années 90 avec une préface de Jacques Le Goff, et des fortunes de cet ouvrage dont on parle encore beaucoup. Mais ce qui m'intéresse dans ce métier d'historien traditionnel et encore beaucoup d'actualité, c'est la place centrale qu'occupent les sources, et en particulier les sources papier écrites. C'est seulement plus récemment, disons vers les années 60, notamment avec l'apparition du magnétophone, qu'est apparue par exemple une histoire orale, bien qu'en fait l'histoire orale soit une pratique ancestrale, ou alors, avec le tournant matériel, le fait d'intégrer dans les sources d'autres choses que du papier, notamment des objets, et de s'intéresser à la matérialité de ces sources. Mais encore aujourd'hui, les archives papier restent au centre du métier d'historien. Et la proposition que j'aimerais vous faire ce soir, c'est celle d'une histoire expérimentale, alors des sciences, puisque c'est notre cœur de métier, et surtout parce que les sciences, évidemment, se prêtent bien à une histoire dite expérimentale. Et si j'essaie de résumer un peu cette proposition, c'est de porter l'histoire aussi en dehors des salles d'archives, aussi, on le verra, parce qu'on ne peut pas négliger évidemment l'archive, afin de reproduire, répliquer, reconstituer ou reconstruire, plein de termes aux connotations différentes, donc de reproduire des pratiques, des objets ou des expériences qui ont été trouvées dans les sources. Si on essaie de porter l'histoire en dehors de ces salles d'archives, c'est afin d'épaissir par le travers, nous le verrons, c'est important, notre compréhension du passé, des sciences passées, et en conséquence du présent. Donc on va passer les minutes qui suivent à essayer de donner sens à cette définition peut-être un peu décharnée. Alors, j'aimerais vous mettre en garde tout de suite contre deux idées qui ont traversé la tête de nos étudiants quand on leur a proposé une histoire expérimentale des sciences. Ça n'est pas une histoire des sciences expérimentales, même si évidemment on peut faire une histoire expérimentale des sciences expérimentales. Ça n'est pas non plus une reconstitution historique costumée et sur le terrain. Le but est vraiment de faire de l'histoire, une histoire expérimentale. Alors vous allez me dire, cette proposition-là, évidemment, n'est pas absolument révolutionnaire. Et de fait, c'est une chose, l'expérimentation, la reconstitution, la réplication, qui fait déjà partie de la boîte à outils de certaines branches de l'histoire.
en particulier l'histoire ancienne et en particulier l'archéologie qui, depuis toujours presque, s'occupe à reconstruire des objets, à reproduire des procédés de fonte de métal ou de travail de divers matériaux. Toujours évidemment en lien étroit avec l'étude de d'autres signes, en particulier des textes quand ils en trouvent, des manuscrits. Donc en fait, finalement, on ne ferait que réadapter les outils de cette histoire-là pour une histoire des sciences plus présente. En histoire des sciences, ce sont des choses qui ont déjà été faites, hein, d'ailleurs. Dans les années 60-70, on s'est intéressé à la mécanique de Galilée et à l'optique de Newton, alors toujours à la marge des circuits traditionnels de l'histoire, hein, et toujours dans une approche assez vérificationniste, c'est-à-dire qu'on va vérifier la véracité d'une proposition historique, on va vérifier si effectivement Galilée a réalisé cette expérience. Une approche finalement peut-être trop scientifique de la reproduction exacte d'événements historiques à des fins de vérification des résultats, plutôt que d'enquête sur le procédé. Aujourd'hui, on parlerait de fact-checking. Donc, on ferait du fact-checking plutôt que de s'intéresser véritablement au procédé scientifique. D'ailleurs, les articles qui ont été publiés sur la mécanique de Galilée ou l'optique de Newton en histoire expérimentale ressemblent à des articles scientifiques et plus d'une fois ont été publiés dans des revues scientifiques. Dans les années 70, 80 et 90 même, l'histoire expérimentale a été portée sur le terrain de la chimie, de l'alchimie et également de la pharmacie, toujours selon une perspective qu'on pourrait qualifier de vérificationniste, mais une conclusion inattendue est sortie de ces démarches-là, et qui est qu'en fait les pratiques alchimiques n'étaient pas des divagations magiques purement spirituelles ou des produits d'imagination, mais étaient fondamentalement des pratiques de laboratoire et d'expérimentation. Et on se rend compte que l'histoire de l'alchimie est beaucoup plus liée qu'on aurait pu le penser à l'histoire de la chimie. Et cette histoire en particulier, qu'on dit expérimentale aujourd'hui, en fait, c'était déjà une méthode à l'époque pour les chimistes et les alchimistes, une méthode, une démarche savante. Des figures comme Newton, comme Robert Boyle ou comme George Starkey se sont efforcés en effet de reproduire les expériences qu'ils déchiffraient d'abord dans les manuscrits anciens, qui est une des formes que je vous propose ici pour une histoire expérimentale. Alors, dans les années 70, 80, il y a eu beaucoup de débats dans le champ de l'histoire et alentour à l'égard de ces méthodes-là, qui étaient parfois vues par certains comme, disons, l'incursion des sciences dures, des sciences dites dures dans le champ des humanités, parce qu'effectivement, on est dans une démarche vérificationniste, souvent une position assez objectiviste et positiviste à l'égard du savoir historique, par opposition à une approche peut-être plus réflexive et constructiviste par le travers que je vous proposerai aujourd'hui. Parfois, on a aussi accusé cette méthode d'histoire expérimentale de ne produire guère que du savoir sur l'historien plutôt que sur l'histoire et son objet. Mais dans les années 80, en histoire des sciences en particulier, on observait un changement de perspective et on est passé d'une histoire des théorèmes et des grands hommes à une histoire des controverses qui permet de prendre en compte un certain nombre d'acteurs et d'actrices oubliés de l'histoire, de s'intéresser à d'autres aires culturelles sur toute la surface du globe, de s'intéresser à des échanges, des circulations, des hybridations, de s'intéresser aussi à des pratiques, à des gestes, à des corps. Et donc, à partir du milieu des années 80, le contexte disciplinaire de l'histoire est un peu plus favorable à une histoire dite expérimentale qui ne se placerait pas cependant en vérificatrice de faits, mais une histoire expérimentale qui serait une méthode, un moyen d'apprendre autre chose sur la science et sur la pratique de la science, autre chose en particulier sur la science en train de se faire, donc sur le procédé, plutôt que sur la science comme résultat, donc comme publication d'un article ou d'un ouvrage. Alors, à titre d'exemple, je voudrais vous présenter Otto Sieboum, donc un historien allemand qui a d'abord eu un doctorat en physique à l'université d'Oldenburg et qui aujourd'hui est professeur d'histoire des sciences à Uppsala, en Suède. Et donc, qui a publié en 1995 cet article intitulé Reworking the Mechanical Value of Heat, Instruments of Precision and Gestures of Accuracy in Early Victorian England, un titre parfait pour un article d'histoire des sciences. Le choix des mots est intéressant puisque lui, il propose de rework les expériences réalisées par Joule en 1850 sur donc ce qui s'appelait à l'époque l'équivalence mécanique de la chaleur, qui est devenue aujourd'hui la première loi de la thermodynamique.
Ziboum se donne un certain nombre donc, de sources, il part des sources, encore une fois. Une source publiée qui est l'article scientifique de Joule publié en 1850 dans le journal de la Royal Society. Il se dote également de sources d'archives, qui sont les archives de Joule lui-même, quelques cahiers d'expérience, sa correspondance, et également d'une archive plus matérielle qui rassemble un certain nombre d'instruments et d'objets historiques. Alors, ce dont il s'est rapidement rendu compte, c'est que dans ces sources, on n'a pas grand-chose pour répliquer ces expérimentations. Et il a effectivement une grande difficulté à reproduire exactement le système expérimental. Ici, c'est le seul schéma que l'on connaît de cette expérience de Joule, donc, qui est dans l'article de 1850. Ça manque de détails et c'est intéressant justement pour comprendre une culture scientifique de la réplication à l'époque, de répliquer à nouveau cette expérience donc dans les années 90. Otto Ziboum, pour réussir à répliquer cette expérience de 1850, doit faire des hypothèses, doit tester des mécanismes, doit les corriger. Alors, on le voit ici dans un cellier sur lequel je reviendrai, essayer de faire fonctionner son mécanisme. Et en particulier, une pièce est centrale à ce dispositif, c'est l'agitateur de l'eau, que vous voyez ici. Donc, à gauche, on voit Otto Ziboum avec sa propre réplique. À droite, en fait, une réplique qu'il a trouvée à l'Université de Manchester, qui est aujourd'hui au Science Museum à Londres. Parce qu'en fait, cet agitateur, donc, qui est emmené par un poids qui tombe et qui permet de réchauffer une masse d'eau, il n'est pas possible de le reconstruire à partir seulement de la version décrite par Joule dans son article. Elle n'est pas fonctionnelle. Et donc, Ziboum est obligé de s'inspirer d'une réplique de l'Université de Manchester qui l'aide et qui lui permet également de remarquer la très grande dépendance de l'équivalent mécanique de la chaleur à l'égard de la forme matérielle de cet agitateur. Donc, il est quand même étonnant de remarquer, après plusieurs erreurs, essais, que Joule n'ait pas été plus précis dans la description de cet objet, de cette pièce, qui est pourtant fondamentale pour la définition de la première loi de la thermodynamique. Donc, Otto Ziboum va réussir à répliquer ces expériences, et puis à plusieurs reprises pour essayer d'observer un certain nombre de choses. Et il va tirer un certain nombre de conclusions. Alors, les conclusions sont très nombreuses de cet article que vous pourrez lire si vous voulez. On n'a pas le temps ici de revenir sur tous les attendus de cet article assez fascinant. Je reviens seulement sur quelques points. Le premier que Otto Ziboum souligne grâce à l'expérimentation, c'est l'importance de l'espace physique. Donc, c'est une conclusion, dirons-nous, directement expérimentale et épistémologique pour l'histoire. C'est qu'il faut qu'il travaille dans un grand cellier à température constante qui agit en fait comme un pseudo-thermostat pour pallier aux pertes par radiation. Cet espace, cet lieu, ce n'est pas seulement un lieu physique, c'est un espace social et culturel aussi. Parce qu'en fait, ce cellier, pour Joule, c'était celui de la brasserie de son père, où lui-même Joule travaillait, et donc qui est un lieu de mélange des compétences techniques, d'ingénieurs qui s'occupent de machines à vapeur, des savoir-faire tacites d'ouvriers également qui travaillent dans cette brasserie. Et Joule lui-même travaille à la frontière de ses savoirs théoriques, de ses savoir-faire, de ses pratiques. Et donc, Joule détenait une forme de savoir tacite qui lui a permis effectivement de réaliser ces expériences-là. Un troisième point important, donc, puisque nous avons affaire ici à un espace social et culturel, ce sont les sociabilités en tant que telles. Que Ziboum, bien que non mentionné par Joule dans son article, Ziboum a pu les mettre en lumière, puisqu'il se rend compte qu'il faut en fait un nombre important d'aides et d'assistants, d'abord pour produire la machine expérimentale en tant que telle, pour la fabriquer. Ensuite, pour remonter le poids de l'expérience dans les temps, en plus, il faut quelqu'un de fort. Pour empêcher également l'intrusion de visiteurs dans l'espace et pour garder la température uniforme. Et il se rend compte en fait que si Joule est tout seul à mettre son nom sur cet article-là, il y a un certain nombre de ce qui ont été appelés des techniciens invisibles plus tard par un autre historien du nom de Stephen Shapin qui gravitent et qui sont nécessaires à la réalisation de cette expérience-là. Quatrième point, Otto Ziboum se rend compte de l'importance des gestes et du corps, la manipulation des produits et des instruments, mais également la coordination dans le temps de ces expériences, c'est important, et qui nécessite une attention constante et précise sur les gestes, sur le corps, sur les instruments, un rapport très matériel, presque charnel à ce système expérimental.
C'est ce que Ziboum nomme le gestural knowledge, donc le savoir gestural ou gestuel. Et en dernier lieu, il remarque aussi l'importance du contexte politique et économique. Alors, on est dans une époque de transition vers une production de masse et une standardisation des produits, en particulier pour la bière. Et dans ce contexte politique et économique, on a tendance à remplacer les gestes et les savoir-faire tacites des ouvriers et des ingénieurs par des instruments de mesure et des instruments de mesure de précision. C'est là qu'on retombe sur le titre de l'article. On utilise de plus en plus des tables de calcul et des recettes plutôt que des savoir-faire incorporés qui ont souvent trait au sens et il y a des choses presque indicibles. Donc, Ziboum est un des premiers à utiliser l'expérimentation en histoire pour faire parler les sources par le travers, c'est-à-dire leur faire dire autre chose. Leur faire dire autre chose, on vient de le voir, sur les savoir-faire, sur les sociabilités, sur les lieux et les espaces, sur les corps, les gestes. Souvent des choses qui précisément ne sont pas mentionnées, elles sont tacites, littéralement elles sont tues par les sources, soit parce qu'elles ne sont pas conscientes, soit parce qu'elles sont considérées comme étant marginales et qu'il n'est pas nécessaire de les mentionner. Et en réalité, toutes ces questions-là, espace, sociabilité, corps, gestes, savoir-faire, ce sont des questions qui sont aujourd'hui au cœur de l'historiographie contemporaine, d'une science en train de se faire et des pratiques. Pour vous donner un autre exemple plus récent qui atteste d'un déplacement dans l'histoire des sciences, c'est une histoire qui se porte vers l'expérimentation et qui bénéficie de la méthode expérimentale. En l'occurrence, porter l'attention à des pratiques et des corps qui ont été négligés par l'historiographie. Je vous propose de jeter un œil au projet Making and Knowing, qui est porté par l'historienne Pamela Smith, qui est professeure d'histoire des sciences et directrice du Centre d'histoire des sciences à l'Université de Columbia à New York, et qui s'est entourée d'un groupe de chercheurs, alors de professeurs, d'étudiants en doctorat et en master, également des post-doctorants, pour réaliser ce site web-là sur lequel je vous encourage à vous connecter, qui est un énorme travail réalisé sur un seul manuscrit. Un manuscrit français anonyme qui aujourd'hui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, qui porte sur des techniques artisanales. C'est un livre qu'on date autour de 1580, qui vient de Toulouse et qui est en fait un livre de recettes diverses et variées, de protocoles qui permettent de faire des teintures, des moulages, des réactions chimiques et alchimiques, qui détaillent des procédés de transformation de la matière. Et l'objectif pour le Making and Knowing Project mené par Pamela Smith, c'est de produire une transcription en ligne de ce manuscrit avec un index, un dictionnaire, mais aussi avec des commentaires et des analyses historiques du manuscrit. Donc un projet en fait quasiment philosophique, assez traditionnel en soi, mais avec la conscience aiguë que le texte n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a quelque chose à retrouver par l'expérimentation et qui échappe en fait à l'analyse historique classique. Quelque chose que l'on peut retrouver en faisant, en pratiquant, apprendre en faisant, learning by doing, qui est une des devises aussi du Making and Knowing Project, et plus spécifiquement donc en reproduisant les expériences qui sont décrites dans le texte. Donc on a aussi affaire à une forme d'expérimentation plus libre que chez Ziboum, mais plus ouverte à l'interprétation et aux modifications. Alors ce projet s'organise autour de plusieurs axes, une recherche archivistique plutôt classique, de paléographie, traduction et d'encodage numérique également, couplé à un travail empirique au laboratoire et qui repose aussi sur un certain nombre de groupes de travail, que ce soit des groupes de travail entre les chercheurs avec les étudiants, pour mener ensuite au développement numérique de la plateforme. L'objectif étant de croiser les sciences et les humanités pour essayer de faire renaître une certaine culture savante, domestique également, du XVIe siècle, où toutes ces choses-là sont intriquées. On est à l'intersection de pratiques savantes, de savoir-faire artisanaux, de pratiques artistiques, et on peut entendre à ce moment-là le savoir du XVIe siècle et les pratiques savantes du XVIe siècle en un sens large qui inclut également les artisans, les savoir-faire et les pratiques. Donc ce projet dont je vous donne ici une image de la traduction repose aussi sur un enseignement, c'est un projet de recherche, un projet numérique, mais qui est enraciné dans l'idée d'apprendre en manipulant et d'apprendre des choses historiques en manipulant dans le présent, de retrouver quelque chose qui a été perdu dans la rédaction, dans la réduction de ces recettes à des textes et qui ne peut être retrouvé que par la reconstitution.
sont parfois des choses très concrètes, simplement la signification d'un mot, la nature d'une substance, l'utilité pratique d'une recette et parfois des conclusions plus diffuses, la signification symbolique d'une pratique alchimique, une culture savante différente de la nôtre, comme je viens de le dire, ou des pratiques ménagères, des arts, des sciences se mélangent et se croisent dans ce livre. Donc, j'aimerais en venir maintenant, puisque ce projet repose en grande partie en fait, sur un enseignement, à l'enseignement qui nous a inspiré, ce que ça nous a inspiré comme enseignement à Yon et moi-même pour un cours d'humanité à l'EPFL, puisqu'on s'est dit, nous avons des étudiants ingénieurs, autant tirer parti de leurs compétences techniques, pratiques et théoriques. Donc, c'est un cours découpé en 2 semestres au niveau master, qui porte le nom d'histoire expérimentale des sciences. On va sûrement changer puisque les étudiants pensaient que c'était de l'histoire des sciences expérimentales. Le premier semestre repose sur des cours magistraux, une semaine sur 2 et des ateliers sur lesquels je reviens dans une seconde. Et le second semestre, sur lequel je vais revenir aussi, les étudiants doivent mener des projets en groupe sur des thématiques données. Donc, le mot d'ordre, on a repris celui de cette histoire expérimentale qui est « learning by doing », apprendre des choses, mais apprendre des choses historiques en reproduisant des expériences du passé. Ou bien en reconstruisant des instruments, en manipulant des instruments de la collection unie de PFL. Et en fait, cette méthode permet d'aborder des questions centrales de l'histoire des sciences contemporaines. Les questions, encore une fois, je le répète, de pratique, d'instruments, de sociabilité, de matérialité. Avec une insistance, évidemment, sur les savoir-faire, le tacite, les gestes, les corps. Et donc, en faisant fond sur les compétences techniques et scientifiques de nos étudiants, qui ont des parcours finalement assez divers. On a beaucoup d'étudiants de génie civil, mais on a aussi quelques chimistes, vous allez le voir. On a quelques étudiants en informatique. Et je crois que ça représente à peu près la majeure partie de nos étudiants. Donc, au premier semestre, on alterne les cours magistraux sur des thématiques données, en lien avec l'histoire des sciences et en particulier l'histoire expérimentale des sciences. Et on organise toutes les 2 semaines des ateliers. Premier atelier, la visite aux archives, et en particulier la visite aux archives de la Société vaudoise des sciences naturelles. Alors, il n'y a pas d'archives dédiées. Les archives ont été déposées aux archives cantonales de Vaud, qui sont par bonheur juste à côté de l'EPFL. Alors, on voit ici un petit carnet de voyage avec des aquarelles qui datent du début du 19e siècle. Et donc, on a pu montrer à quelques étudiants, alors on était en mode hybride en début d'année, on a pu montrer à quelques étudiants ces papiers-là. Ça fait toujours un effet saisissant chez les étudiants de voir des papiers aussi vieux. Second atelier, c'est l'atelier paléographie. Alors, en paléographie, on a déchiffré des manuscrits, en l'occurrence des manuscrits de Newton, mais on a aussi fait un peu d'écriture à la plume, puisqu'il faut bien se rendre compte de ce que c'est que d'écrire à la plume. C'est pas pareil que d'écrire avec un stylo bille Caran-d'Ache. Malheureusement, pendant la seconde partie du semestre, on a été assigné à résidence et on a pu continuer dans une certaine mesure ces ateliers. On a pu pousser nos étudiants à confectionner des astrolabes en papier. Alors ça, c'est une brillante idée d'Yon qui a trouvé ce schéma sur Internet. Et grâce à Anne-Sophie, dont nous sommes très redevables, on a pu faire un peu d'alchimie en ligne, donc grâce à des vidéos qui sont tournées par son équipe. Alors évidemment, aujourd'hui aussi, si on voulait être un peu cohérent, il aurait fallu qu'on soit un peu expérimentaux. On fera ça une prochaine fois si l'envie vous en dit. Le second semestre, donc en ce moment, les étudiants vont bientôt nous présenter les résultats de leurs travaux. C'est place au projet. Alors, presque tous les étudiants ont émis le souhait de faire quelque chose effectivement de pratique et des choses manuelles. On a un seul groupe qui travaille sur une reconstitution numérique. Ce sont des projets qui sont définis avec nous en discussion. Donc ici, on a 3 projets sur lesquels on pourra revenir pendant la discussion si cela vous intéresse, sur les horloges astronomiques, sur la caméra obscura, sur les bouteilles de LED. Mais j'aimerais m'étendre un peu plus sur 2 projets. Alors, un premier qui se propose de synthétiser les parfums de Jules César et d'Henri VIII.
Alors, une nouvelle fois, nous sommes redevables à Anne-Sophie, qui a mis à disposition de nos étudiants des laboratoires et du matériel. Et vous voyez ici le nom de ces 6 étudiants qui ont retrouvé dans diverses sources historiques des recettes pour créer, synthétiser les parfums de César et Henri VIII, qui ont déchiffré et traduit ces sources-là, qui ne sont pas toujours très détaillées, qui nécessitent donc une interprétation, une bonne compréhension du contexte historique, du texte, afin de retrouver les ingrédients, les manipulations et d'imaginer un certain nombre de variations possibles des processus afin de synthétiser les 10 parfums. Leur objectif est d'essayer d'historiciser la perception de ces odeurs et de voir comment est-ce que des contemporains comme nous ressentent ces parfums. Donc, on verra bien ce que cela donne. Alors, du côté historique, il y a toute une littérature sur l'histoire des odeurs et des parfums, sur les usages. Alors, en l'occurrence, ces parfums-là s'appliquaient surtout sur les avant-bras, en couche, les coûts des parfums, les classes concernées par ces parfums. Et du côté de la partie expérimentale et historique de ce travail, ce qui est intéressant, c'est que ça leur permet de documenter les pratiques de synthèse. Alors, justement, et ça leur permet d'historiciser un peu l'usage de ce genre d'instruments très contemporains. Et donc, en dernier lieu, de tester les parfums sur des enquêtés afin de récolter par un questionnaire la perception des odeurs ainsi synthétisées sur est-ce qu'on a une perception de pouvoir, de richesse, de force, d'intelligence, d'élégance, etc. Donc, vous voyez ici quelques photos qu'ils ont prises eux-mêmes sur les ingrédients utilisés et puis les processus réalisés. Il y a beaucoup de questions qui se posent en fait et qui sont laissées en suspens par les sources et qui sont soulevées justement par la pratique expérimentale. La conservation de ces produits-là, est-ce qu'il faut les conserver au froid, les garder de la lumière, est-ce qu'on peut les mettre à l'air, etc. Sur divers temps sur le temps de conservation également, sur divers temps de synthèse. Et donc, on verra, je crois qu'Anne-Sophie a quelques extraits de ces parfums-là. Elle pourra nous en dire ce qu'elle en pense. Un second groupe sur lequel j'aimerais un peu m'attarder, c'est un groupe qui s'est intéressé à des expériences de géodésie et en particulier de mesure du rayon de la Terre. Alors, il existe 2 expériences antiques de mesure du rayon de la Terre. La première d'un géomètre grec nommé Ératosthène du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui consiste à mesurer l'ombre portée de 2 bâtons entre Assouan et Alexandrie lors du solstice d'été. Alors évidemment, ce qu'ont réalisé nos étudiants, c'est plutôt entre Lausanne et Yverdon, avec, vous le voyez sur la photo du milieu, un scafé réalisé en carton. Et ce qui est intéressant dans leur démarche, c'est qu'ils avaient initialement une première approche très géométrique, comme si tout pouvait se résoudre à des schémas et des angles. On peut le voir ici à gauche sur leur proposition de projet à la fin du premier semestre. Et leur premier constat a été que ce n'est pas si évident que ça. Ça n'est pas seulement de la géométrie, et ce n'est pas si évident que ça que de reproduire ces expériences-là. Les conditions optimales doivent être réunies en un moment, donc à la fois le jour, donc ils ont dû travailler à l'équinoxe de printemps, le lieu, le vent, les nuages, etc. Et s'ils ont pu, ils se sont bien rendus compte que s'ils ont pu mesurer avec précision un lieu à Yverdon qui soit exactement sur le même méridien qu'à Lausanne et la distance entre ces 2 lieux, c'est grâce à des instruments de topographie de l'Office de topographie suisse. Et donc, durant l'Antiquité, il fallait trouver des lieux qui soient joignables par une ligne droite afin de mesurer avec précision la distance entre ces 2 lieux-là. Et surtout, en ligne droite. Donc, pas la Suisse. Difficile de trouver un lieu qui soit joignable directement en ligne de droite, qui soit le plus long possible. Plutôt le désert, donc entre Assouan et Alexandrie. La seconde méthode, que l'on doit au persan Al-Biruni au Xe siècle, consiste à mesurer la différence d'inclinaison entre horizon et tangente en un point haut. Pour cela, ils vont en réalité faire usage d'un inclinomètre de notre collection d'instruments scientifiques unis, le PFL. Je vous encourage à visiter ce site web. Pour l'instant, ils ont fait des mesures d'essai sur le campus et je dois les accompagner bientôt, normalement, faire des mesures sur le terrain, justement.
Donc, dans ce second cas, ils ont fait le même genre de constat. Les conditions météo sont importantes. Si on a besoin d'une mesure précise de la hauteur du lieu proéminent à partir duquel on fait les mesures d'inclinaison. Et surtout, il faut que l'horizon soit visible. Et en Suisse, c'est difficile de voir l'horizon. C'est difficile parce qu'il y a des montagnes partout. Et ce cas en particulier donc d'histoire expérimentale est très intéressant à plusieurs égards. D'abord parce que, en fait, pour mesurer la rotondité de la Terre, on se rend compte qu'il faut se placer là où elle apparaît la plus plate, puisqu'il faut voir l'horizon. Et donc, à nouveau, il faut réunir en fait les conditions expérimentales de mesure du rayon de la Terre, mais en extérieur. Donc, faire de la nature une sorte de laboratoire et porter l'histoire donc sur le terrain. Et je reviens dans une seconde, dans ma troisième partie, sur le laboratoire de la nature. Alors, il est intéressant de voir aussi de quelle manière est-ce que ces étudiants qui sont partis dans une démarche très géométrique ont été amenés à raisonner de manière un peu plus historique et plus pratique en allant expérimenter de manière assez libre sur le terrain. Alors, pour conclure sur cet aspect enseignement, on a observé plusieurs choses au cours de cette année, un enseignement qu'on va poursuivre l'an prochain. Dans un premier temps, c'est que les étudiants et les étudiantes sont très sensibles à la matérialité de la science, à la fois des sciences au pluriel, des sciences passées, des sciences présentes, grâce à la sortie à l'archive de la SVSN. Quelques étudiants ont pu voir aussi le petit musée de notre collection. Certains ont aussi été amenés à réfléchir sur la matérialité de leurs propres pratiques en travaux pratiques ou lors de stages. Ils sont assez sensibles, c'est intéressant de voir l'impression que fait un papier du XVIIIe siècle sur ces étudiants-là. Second point, c'est que l'aspect pratique, effectivement, expérimental et surtout le projet en second semestre les tient probablement plus en haleine qu'un cours un peu traditionnel et leur permet de questionner directement par leurs actions leur propre apprentissage et pratique de la science. Et en particulier, cet aspect expérimental est particulièrement propice à la formulation de questionnements historiques sur leur propre pratique, puisqu'une reproduction n'est jamais exacte. En fait, si une reproduction, une réplique d'une expérimentation était exacte, ça n'aurait probablement aucun autre intérêt que le spectacle. Ce qui est intéressant, c'est la distance critique. Et les étudiants en prennent très rapidement conscience, ce qui les pousse justement à questionner les conséquences historiques et scientifiques de telle approximation qu'ils vont faire lors de leur reproduction, de telles modifications. Et souvent, ça les amène à essayer de choisir le bon terme parmi reconstruire, reconstituer, répliquer, reproduire, que des termes qui charrient beaucoup de connotations différentes et qui soulèvent justement des problématiques historiques diverses. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça les pousse à interroger leurs objets selon des questionnaires très précisément historiques, c'est-à-dire dans une distance réflexive à l'égard de leurs objets, une distance dont il faut être conscient, qu'il faut prendre en compte, et une distance qu'il faut réussir à faire parler afin de mettre le doigt sur la science en train de se faire, et en premier lieu, la leur de science. Donc, je vous parlais il y a une seconde de porter l'histoire sur le terrain et dans les montagnes, et c'est de ça dont j'aimerais parler dans cette troisième partie, intitulée Vers une histoire de plein vent en fait, qui est une expression qui nous permet de faire un petit parallèle avec la géographie, qui est aujourd'hui de manière assez évidente une discipline mixte qui se pratique autant sur le terrain qu'au bureau, par des observations que par des lectures, même si ça n'a pas toujours été le cas en fait, dans l'histoire de cette géographie. Et l'expression géographe de plein vent apparaît pour la première fois dans un livre de Lucien Febvre, par opposition au géographe de cabinet. Intéressant de retrouver ici Lucien Febvre, puisqu'il fait partie, avec Marc Bloch, qu'on a vu au tout début, des fondateurs. En fait, ce sont eux les deux fondateurs de l'école des Annales en histoire. Alors, cette expression qu'il utilise des géographes de plein vent, c'est pour désigner à la Renaissance les géographes qui vont sur le terrain et qui font des observations et des relevés, par opposition aux géographes de cabinet qui ne s'intéressent qu'aux livres et aux autorités anciennes. Alors, cette opposition, c'est un des topos, des lieux communs de l'histoire des sciences à l'époque moderne, qui confrontent le savoir livresque au savoir expérimental et de terrain. Mais en fait, depuis, on a pu un peu revoir et complexifier tout de même cette distinction avec une historiographie plus récente. Et surtout, si aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'histoire de plein vent, ce n'est surtout pas pour faire un parallèle avec la révolution scientifique, sinon on se placerait tout de suite dans une démarche d'une histoire expérimentale vérificationniste, ce que nous n'avons pas envie de faire.
Et donc, si l'on prend une historiographie plus récente, l'expression géographe de plein vent a été réutilisée, encore une fois pour séparer du géographe de cabinet, mais plutôt à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Alors, les archétypes de cette distinction-là sont Cuvier à gauche et Humboldt à droite. On voit bien les contextes différents et qui donneront en fait à la fin, qui sont, disons, un peu les précurseurs d'une pratique du terrain qui donnera naissance à la fin du 19e siècle, au début du 20e, à une école française de géographie menée par Élisée Reclus ou Paul Vidal de la Blache, par exemple. Donc voici ma dernière proposition, comme cela se fait d'ailleurs toujours en fait en archéologie. Pourquoi ne pas promouvoir une histoire de plein vent, c'est-à-dire une discipline et une pratique mixte qui allierait le travail aux archives, l'expérimentation, comme on vient de le voir, et la sortie de terrain. Pour vous convaincre de cela, j'aimerais faire un petit peu d'histoire locale et vous présenter, locale qui concerne Genève, et vous présenter un projet que nous menons actuellement au laboratoire d'histoire des sciences et des techniques de l'EPFL. Donc je vous présente le Mont Buet, qui est un sommet qui culmine à 3098 mètres, qui est à 20 km plein nord du Mont Blanc. Donc vous voyez le point en bas à droite ici sur cette image satellite, et qui est visible depuis Genève si l'on y prête attention. Alors on le voit moins bien que sur la photo de gauche, puisqu'ici en fait on le voit depuis les hauteurs au-dessus de 6 fers à cheval. Un mont intéressant en fait qui a une histoire, mais qui évidemment sera éclipsé par son voisin géant, le Mont Blanc, plus impressionnant, plus fascinant, et dont le Buet sera un peu toujours le belvédère et l'antichambre. Le Buet est accessible par la vallée de Six-Fers à cheval, par ici, mais également par le sud, depuis Martigny ou Valorcine, puis Chamonix. Au XVIIIe siècle, le Buet fait partie des territoires du royaume de Sardaigne, qui sont aussi en fait les États de Savoie. Il n'apparaît pas sur les cartes. On voit un peu ce qu'on appelait les glaciaires à l'époque, c'est le massif du Mont Blanc. Et on ne sait pas encore en fait si le Buet depuis Sixte et la Mortine depuis Valorcine, donc depuis le sud, sont le même sommet ou pas. Alors, on n'a pas trouvé de raison particulière autre on n'a pas trouvé de raison particulière à l'intérêt que certains savants du XVIIIe siècle ont porté à ce sommet, autre le fait que ce soit facilement accessible depuis Genève, que ça fasse un bon belvédère pour le Mont Blanc. Enfin, on s'en doute seulement tant qu'on n'est pas monté dessus. Si bien que les frères de Luc jettent leur dévolu sur ce Buet. Alors, je vous présente Jean-André de Luc, qui est fils d'un horloger genevois, qui était lui-même un ami de Jean-Jacques Rousseau, donc ils font partie de la classe bourgeoise de la population genevoise. Et Jean-André de Luc est physicien, et avec son frère, Guillaume-Antoine, il s'intéresse à la géologie. En particulier, il cherche des fossiles pour écrire une histoire de la Terre qui soit compatible avec le déluge. En 1770, après 5 années d'essais, de tentatives, ils réussissent la première ascension du Mont Buet le 20 septembre 1770. Et ils s'intéressent, lors de cette ascension du Mont Buet, à beaucoup de choses, et en particulier à la physique de l'atmosphère, dont ils parleront dans un certain nombre de publications. Et en particulier, Jean-André de Luc invente un baromètre à mercure qui sera fabriqué par l'artisan genevois Paul, qui a laissé son nom d'ailleurs sur de très nombreux instruments de l'époque. Donc on voit le baromètre en haut, et la photo en bas à gauche, c'est un zoom sur la partie centrale qui voit en fait une table de correction logarithmique en fonction de la température du mercure. Donc il y a deux thermomètres. Ion pourra vous parler mieux que moi de ce baromètre. Donc, ils font nombre de mesures de pression en chemin à des heures données, tandis que le père des De Luc fait des mesures au niveau du lac pour la comparaison. Il est intéressant de noter d'ailleurs que dans les écrits de De Luc, on voit qu'il fait aussi la différence avec la physique de cabinet. Celui qui veut être exact dans ses descriptions quitte souvent le cabinet pour rentrer dans l'atelier. Alors par atelier, il parle surtout de l'atelier de l'artisan qui permet de fabriquer ce baromètre, donc surtout de l'instrumentation. Alors, ils prennent également des notes sur les gens rencontrés. Le chemin n'est pas simple, ça n'est pas un sentier comme on le connaît aujourd'hui. Ils sont d'abord accueillis dans l'abbaye de Sixte, puis rencontrent des guides locaux qui sont en fait des chasseurs de chamois.
Lors d'une autre ascension, ils tombent sur des bergères, des chalets d'Anterne, pas loin du Buet. Et ils prennent tant et plus de notes sur leurs propres expériences, sur leurs équipements. Ils s'inventent des crampons en imitant les chasseurs, sur les mœurs des gens. Et ils voient un peu le Buet comme un massif vivant et vécu, qui d'ailleurs est encore énormément couvert de glace, en particulier ce qu'ils nomment des glacières. C'est la fin du petit âge glaciaire en réalité à cette époque-là. Une autre personne à monter sur le mont Buet, c'est Marc-Théodore Bourry, qui fait sa première ascension en 1775. Alors lui, il est issu des natifs, donc c'est-à-dire de la classe la plus basse à Genève. Il est chantre à la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Il est également dessinateur et peintre. Il peint beaucoup dans les régions avoisinantes. Et lui, il monte depuis Valorcine, donc depuis la vallée de Chamonix. Et la question qu'il se pose au moment où il monte, c'est est-ce que la Mortine et le Buet sont le même sommet? Et effectivement, il monte et il voit bien que ce sont le même sommet. Il dessine d'ailleurs le mont et ses alentours. Donc ici, on voit un des nombreux dessins que nous avons pu trouver aux archives privées, aux archives d'État de Genève, dans les fonds privés. Et il revient avec des récits écrits également qui sont considérés comme plus poétiques que ceux des Deluc, avec des métaphores, des cathédrales de la nature, des murs, des déserts de neige, des comparaisons exotiques avec les terres australes, que d'ailleurs il ne connaît que par des récits. Lui aussi rapporte des champs de neige aussi bas que 2000 mètres en plein sud et en plein mois d'août. En 1776, Bourry retourne avec Horace Bénédicte de Saussure, alors bien connu académicien genevois, qui lui est patricien, qui enseigne la philosophie naturelle à l'académie, donc c'est-à-dire la physique, la géologie, et qui est un voyageur expérimentateur. Il mesure et quantifie tout jusqu'au bleu du ciel. À droite, vous avez un cyanomètre de Saussure qui permet, lorsqu'on le place contre le ciel, de quantifier le bleu du ciel. Même le nombre de pas, j'ai lu un de ses carnets de voyage où il compte le nombre de pas qu'il fait entre deux observations. Et lui aussi s'intéresse à l'histoire de la Terre, mais une histoire d'ailleurs concurrente de celle des Deluc. Donc il remplit des carnets de notes, pas excellent dessinateur, mais il publiera tout de même les voyages dans les Alpes en 4 volumes avec de nombreuses gravures, dont cette vue circulaire qui a été dessinée par Bourry, mais commandité par Saussure qui lui a expliqué comment réaliser géométriquement une vue circulaire, qu'en fait est une anamorphose depuis ici c'est le sommet, on voit des bonshommes, cette vue circulaire qui est un des premiers panoramas de la région. Saussure y retourne une seconde fois en 78, cette fois en compagnie de Marc-Auguste Pictet qui deviendra son collègue à l'Académie et qui est chargé de dresser une carte. Le Buet apparaît enfin sur ces cartes-là. En passant, on note aussi qu'en 1786, deux jeunes femmes anglaises, les cousines Parminter, en chemin pour leur grand tour en Italie, montent également sur le mont Buet, qu'on surnommera dès lors le Mont Blanc des Dames. Elles sont d'ailleurs mentionnées par Bourry dans un de ses premiers guides de montagne. Malheureusement, leurs carnets, les carnets des cousines Parminter, ont été perdus dans les bombardements d'Exeter en 1942. Et surtout en septembre 1786, un mois plus tard, un mois après leur ascension, Balma et Paccard grimpent le Mont Blanc. Et donc, en même temps que le Mont Buet, les cousines Parminter sont oubliées de l'histoire. Donc ça, c'est l'histoire de l'archive et de la littérature secondaire. C'est l'archive qu'on a trouvée à Genève, des archives privées, la littérature secondaire non négligeable sur le Buet, mais relativement traditionnelle et autant éclipsée par le Mont Blanc. C'est pour ça qu'on aimerait ici faire une histoire de plein vent qui soit au croisement de l'histoire des sciences, de l'histoire environnementale, de l'histoire de l'art, et d'abord reproduire l'ascension. On a déjà fait une ascension l'an dernier, mais on aimerait la refaire cette année. On l'avait faite par un sentier aujourd'hui qui est devenu normal. Prendre par nous-mêmes la mesure du Buet comme d'un massif entier, d'un milieu vivant et vécu, et pas seulement un point sur une carte, que d'ailleurs nos savants n'avaient pas à l'époque. Répliquer l'instrumentation. Alors, un conservateur du Musée d'histoire des sciences de Genève va se charger, grâce à des artisans genevois, de faire fabriquer une réplique du baromètre que je vous ai montré précédemment, que l'on emportera lors de l'ascension et qui nous permettra d'essayer de refaire un peu les expériences afin de documenter les gestes et les savoir-faire. Rejouer les sociabilités et le partage des compétences, puisque les savants de l'époque étaient déjà conscients de la nécessité de développer de nouveaux langages, alors des langages graphiques, des récits, des langages symboliques. Et donc, ils étaient souvent accompagnés d'artistes dessinateurs, par exemple, comme c'est le cas de Saussure avec Bourry. Et alors, en fait, nous aussi, nous partirons toute une cordée, puisque nous serons accompagnés d'une dessinatrice, d'un photographe et d'une musicienne artiste sonore qui pourra faire des enregistrements. Alors, évidemment, l'objectif, ce n'est pas de répliquer exactement
les dessins produits, mais de produire des dispositifs qui, par le croisement de ces médias interposés, donneraient à voir, à entendre, à sentir ce qui fait du buet plus qu'un simple point sur une carte. Et en dernier lieu, ce qu'on aimerait aussi, c'est retrouver une forme de communication publique, le métier, le rôle d'historien dans la cité. Les savants de l'époque étaient bien conscients quand même qu'il n'y avait pas de science, il n'y avait pas de savoir si ça n'était pas communiqué au grand public, plus large public, par des dessins, des récits, des publications. À tel point qu'en fait, on a longtemps considéré que la première ascension du Mont Blanc avait été réalisée par Saussure. En fait, c'est surtout que c'est lui qui l'a fait le plus savoir. Et donc, de cette expédition, nous aimerions réaliser une exposition itinérante sur les enjeux de cette histoire, des enjeux scientifiques, des enjeux environnementaux, sociaux et politiques. Une expédition qui sera à voir d'abord au Rolex Learning Center, puis donc à l'EPFL, puis au Café littéraire de Vevey et au Musée d'histoire des sciences de Genève, en même temps qu'une exposition temporaire sur les savants à la montagne. Et il y a ailleurs si l'on trouve d'autres endroits. Alors, si le FNS nous accorde une bourse, on pourra également réaliser un site web interactif qui permettra de rassembler tous ces matériaux-là et de les mettre à disposition du plus grand nombre, et en particulier d'éventuels marcheurs et marcheuses qui voudraient s'aventurer sur le buet. Quelques mots de conclusion rapide après cette modeste proposition qui en fait se place dans la continuité d'une histoire, d'une pratique de l'histoire expérimentale qui existe déjà, qui envisage d'expérimenter le passé afin de comprendre mieux les sources et en particulier de comprendre l'histoire des sciences, encore une fois, par le travers, de comprendre autre chose, par les pratiques, par les matérialités, par les sociabilités, l'instrumentation, l'expérimentation. Jusqu'à porter donc l'histoire sur le terrain, en faire une histoire de plein vent qui serait une discipline mixte qui allie l'étude des sources, l'expérimentation et le travail de terrain. Une manière, en quelque sorte, de donner chair et corps à tous ces papiers qui sont encore le cœur de la pratique historienne, dans un va-et-vient entre l'archive, le laboratoire et le dehors, et qui met en lumière le tacite, autant les techniciens invisibles que les corps, les savoir-faire et les gestes. Essayer de sentir ou de ressentir ce que pouvait être une culture savante à une époque donnée et la vision du monde qui en découlait. Donc j'espère avoir su vous convaincre des vertus à la fois historiennes de cette histoire, d'une histoire publique qui est utile à tout le monde et que l'on doit communiquer au plus grand nombre, mais également des vertus pédagogiques d'une telle histoire, en particulier avec des étudiants ingénieurs à l'EPFL. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle conférence réalisée à plusieurs mains et qui a eu l'avantage de nous présenter beaucoup d'axes différents et d'idées différentes. Et je vais maintenant ouvrir à la discussion. Je vous invite à remettre vos caméras et vos micros en route. Vous avez les applaudissements de plusieurs personnes. Alors, si vous ne pouvez pas, si votre son ne fonctionne pas, n'hésitez pas aussi à écrire sur le chat pour qu'on relaie les questions. Avons-nous des questions? Ou bien j'ouvre le bal? Allez, je vais me permettre d'ouvrir le bal. J'ai été fascinée par le livre de recettes, comme vous l'avez appelé si joliment. Et c'est vrai que quand on tient ces manuscrits dans les mains, c'est assez émouvant. Vous êtes allé apparemment le consulter ou vous avez eu vos sources, vous nous avez dit, à l'Académie des sciences. À votre avis, quel était le degré, le nombre d'exemplaires, devrais-je dire, que l'on pouvait trouver à cette époque? Parce que pour nous, c'est facile, on a toutes les publications qu'on veut aujourd'hui, mais est-ce que c'était quelque chose de très réservé, très exclusif? Est-ce qu'il y avait une dissémination? Vous nous avez parlé de Six Fers à cheval. Il y avait ces fameux chanoines qui ont régné sur Six pendant des décennies. On sait que c'est eux qui répliquaient les manuscrits, etc. Après, il y a eu l'impression et autres, mais ils étaient aussi détenteurs du pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? Alors, le livre de recettes que je vous ai montré, qui est détenu à la Bibliothèque nationale de France, date de 1580. Alors, vous avez vu qu'il était manuscrit, que c'est pas une graphie de copiste.
c'est plus probablement un livre relativement domestique qui se passe. Alors, c'est intéressant, il y a une économie autour de ces livres tant qu'ils restent manuscrits, qui s'échangent, qui circulent, auxquels on rajoute des recettes au fil des âges, qui se transmettent de génération en génération, et donc qui sont souvent des pièces relativement uniques, sauf à avoir été recopiées par quelqu'un, mais qui circulent en assez grand nombre, mais toujours en fait avec leur propre, enfin, disons le genre, de ces livres de recettes domestiques est assez courant, mais les recettes sont toujours différentes en fait en fonction des lieux, en fonction des matériaux que les gens ont à disposition et de ce qui s'est transmis. Alors, je ne saurais pas quand vous dire quand exactement, mais à partir de la fin du XVIe et surtout du début du XVIIe siècle, il y a des livres imprimés qui sont commercialisés, donc avec des recettes plus standardisées et qui circulent également, mais donc on imagine un peu la standardisation des recettes, des éléments et puis en fait du format et du genre. Il y a toute une histoire intéressante, oui, sur cette science, sur ces savoirs domestiques et leur circulation, hybridation, échange, transmission, etc., sous des formes diverses et variées. Donc celui-ci de 1580 est assez particulier dans son genre, puisqu'en fait il est encore manuscrit, avec même, ce qui est intéressant, c'est de voir les campagnes d'écriture qui se succèdent, puisque parfois quelqu'un va faire une recette au début et rajouter quelque chose dans la marge ou entre les lignes, afin de faciliter la reproduction de cette recette un temps ultérieur. Donc, c'est souvent des objets assez intéressants. Alors, quant à faire le lien entre les livres de recettes et les chanoines de scie, là, je ne peux pas vous dire. Il serait intéressant, effectivement, peut-être d'aller voir l'archive de cette abbaye à s'y faire à cheval pour voir ce qu'ils conservent. Elle a dû être détruite puisqu'il y a eu pas mal d'éboulements, etc. Enfin, il y a encore l'abbaye et d'ailleurs des fresques qui sont très rares. Il y en a très peu en France à ce niveau-là. Six vaut vraiment le détour. Comment vous compareriez par rapport à chaque guilde, les tapissiers, chaque profession avait finalement son propre organisation, ses ouvriers, etc. Est-ce que chacun avait son propre livre de recettes pour chaque art, puisque c'était des artisans, mais des artistes aussi. Comment est-ce que vous feriez un parallèle? Poser une colle. C'est pour votre prochain cours pour le semestre d'automne prochain. Vous me posez une colle. Alors oui, je pense qu'il devait y avoir un certain nombre d'ouvrages spécialisés en fonction des professions et qui devaient être organisés autour de guildes. Je peux me permettre de répondre. Avec plaisir. J'allais faire appel à Jérôme, non, c'est plus. En fait, très souvent, à cette époque-là, les professions étaient organisées en métiers, en guildes, et la transmission du savoir se faisait de façon directe du maître à l'apprenti, sans forcément du coup que les savoirs aient été formalisés et écrits dans un texte. Donc c'était vraiment un système d'apprentissage où on allait très tôt, pendant de très nombreuses années, suivre la pratique d'un maître. Mais voilà, il n'y avait pas forcément de mise par écrit de cet art. Ça, c'est quelque chose qui arrive un petit peu plus tard et qui n'est pas tant l'œuvre des artisans que justement des savants qui vont vouloir, ce qu'on appelait à l'époque, réduire en art, c'est-à-dire réduire des procédés techniques en un art qui puisse être formalisé, rationalisé, écrit. Et c'est quelque chose qui ensuite a été évidemment très courant au XVIIIe siècle. L'encyclopédie, c'est une forme de ça, de réduction en art. Voilà, je me suis permis d'intervenir, je suis désolé. Non, mais vous avez bien fait, vous êtes bien évidemment invité. Par exemple, je m'intéresse beaucoup à la tapisserie. Restauration de meubles et autres, j'ai trouvé vraiment des très anciens écrits et c'est magnifique de voir la façon dont tout est décrit, ou également j'ai des très vieux manuscrits de chimie, parce que je suis chimiste. C'est impressionnant de voir la façon dont les gens essayaient effectivement de transmettre leur savoir, le vocabulaire utilisé, on se replonge dans un autre monde quand on voit ça, c'est très émouvant, je trouve. C'est là justement où l'approche expérimentale est vraiment intéressante, puisqu'elle permet de mettre… Alors, moi, je me suis intéressé pendant ma thèse, par exemple, à l'apprentissage du dessin, du disegno, dans
la Florence médicéenne. Et donc, effectivement, il y a des traités de peinture à l'époque, en premier lieu, Alberti ou Vinci, qui donnent toujours des conseils écrits, mais qui ne suffisent jamais, évidemment, à apprendre à dessiner de cette manière-là. Donc, c'est là, je pense, où se saisir de ces textes-là de manière expérimentale peut nous permettre de comprendre des choses nouvelles qui ont échappé à la réduction en art. Est-ce qu'on a des questions parmi nos auditeurs? Ou bien je continue? Moi, je me posais la question, combien de temps est-ce qu'il fallait pour oublier un modèle qui s'avérait faux? On voyait par exemple cette histoire très jolie sur voilà, cette montagne qui était juste en face de nous, qui a apparemment 2 sommets, et finalement il n'y en a plus qu'un seul. Après, il y a encore des modèles plus classiques avec Copernic et sa Terre qui est ronde, ou Wegener et sa dérive des continents, où il faut plusieurs décennies pour que finalement la communauté scientifique accepte qu'il y a une erreur. Est-ce qu'il faut du coup vraiment très longtemps parce qu'on a cette transmission du maître à l'apprenti? Est-ce que c'est parce qu'il y a la religion qui est trop puissante? Et comment est-ce que ça se fait? Je vais vous faire une réponse d'historien. Ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend du... oui, ça dépend vraiment. Je n'aurais pas de réponse générale à cette question-là. En fait, des modes de circulation en fonction des époques, de la manière dont ce savoir est transmis, circule, des institutions aussi, ou des pratiques qui permettent de justifier et d'authentifier les formes de savoir, etc. Donc, en fonction des résistances rencontrées, ça peut... Je vois que Jérôme a allumé sa caméra, donc il a peut-être... Ce sont les fake news de l'époque. Non, ça me fait juste penser au fait qu'il y a un livre d'un historien des sciences qui est souvent très connu des scientifiques, qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques, de Thomas Kuhn, que je pense pas mal de scientifiques ont pu lire, ou alors ils ont eu un cours de philosophie ou d'épistémologie pendant leurs études et ils l'ont lu. Alors lui, il n'étudie pas du tout des choses aussi anciennes que Copernic, etc., mais il étudie la révolution relativiste, fin 19e, début 20e. Et lui, il a une réponse à votre question qui est, en gros, une nouvelle conception en physique s'impose à ce moment-là quand les personnes qui ont porté l'ancienne conception meurent. Voilà. C'est-à-dire que les mandarins d'une époque, ils s'attachent à la physique qu'ils font, qu'ils ont toujours fait. Et il faut tout simplement attendre qu'ils meurent pour que la nouvelle conception puisse être adoptée et devenir. Donc il y a un petit peu un côté de provocation, évidemment, dans cette proposition qui est faite par Thomas Kuhn. Mais c'est peut-être pas totalement faux. C'est intéressant, en tout cas, de voir ça comme ça. D'accord. Chaque Einstein disait la même chose. OK. Alors, c'est intéressant que Jérôme mentionne Thomas Kuhn, puisque je l'avais mis initialement dans ma présentation pour dire qu'on était passé outre Thomas Kuhn grâce à des nouvelles manières de faire l'histoire des sciences. Mais la question est intéressante à plusieurs points de vue, notamment parce qu'on s'intéresse souvent à la naissance du savoir et on s'intéresse assez peu à sa mort. Sauf dans des cas très particuliers d'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est des questions qui émergent très lentement dans le champ de l'histoire des sciences, qui portent un nom. D'ailleurs, parfois, on parle d'agnotologie. Alors, soit c'est la mort du savoir, soit c'est la production de faux savoirs. Donc, c'est des questions intéressantes en histoire des sciences. Du coup, maintenant, le savoir va de plus en plus vite. Alors, on est passé du maître au disciple. Maintenant, avec Internet ou avec l'open science, tout le monde a accès à toute l'information. Est-ce qu'on a atteint un pic et puis la société, la connaissance devrait rediminuer ces prochaines années? Qu'est-ce que vous pensez de le pronostic? J'essaie de ne pas faire le pronostic. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est ce que vous décrivez là sur l'accélération de la circulation de l'information, les quantités qui s'amassent, etc. Ce sentiment que vous décrivez là, en fait, il est décrit par des savants depuis la nuit des temps. Ça a été documenté par une historienne, Anne Blair, qui s'intéresse justement aux technologies
développé par les savants, en particulier à l'époque moderne, pour, alors on appelle ça du management de l'information, pour gérer le flux et le flot d'informations incessantes qui arrivent à ces savants-là, notamment avec l'invention de l'impression à caractère mobile. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on commence à développer des index, des journaux, des résumés, des thésauries, ce genre de choses. Alors, effectivement, on parlait de Twitter juste avant cette conférence avec Anne-Sophie. C'est peut-être pas le meilleur outil, à mon sens. Hein. Alors, je ne fais pas de pronostic, mais je donne mon avis sur cet outil-là. C'est peut-être pas le meilleur outil qu'on ait trouvé pour justement gérer le flux d'informations. J'ose espérer, si je dois faire un pronostic, qu'on trouvera des moyens de gérer cette information-là et voilà, de ne pas mourir noyé sous un flux de connaissances. Ce qui serait dommage. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Yann, est-ce que c'est vous qui vous occupez de la réplication des instruments? Par exemple, ce baromètre que l'on a vu, donc j'imagine qu'il est trop fragile pour être emmené dans votre expédition. Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous essayez aussi pour la compréhension, vous essayez de le répliquer? Comment ça se passe? Comment vous contactez les personnes qui est capable aujourd'hui de reproduire? Vous pouvez nous en dire un petit peu à ce niveau-là? Oui, je vais répondre en anglais si c'est bon. With pleasure. Yes, yes. So in fact, there are a few reasons why we want to reconstruct the barometer. One is the reconstruction will be done by local artisans in Geneva, and we want also to understand and film their own work and their reconstruction process, especially delicate things and delicate arts that are getting lost now, like working the glass work for the barometer. There are also delicate procedures that are not done anymore, like putting the mercury into the barometer. And especially Deluc thought that the whole secret of his barometer and what made it so precise is that he boiled the mercury to eliminate all the impurities in it. It's unclear if, so we hope that we'll have high enough quality mercury that won't make a difference and it won't be necessary to boil it any longer. So, but there are these little technical details, which at the time it was considered that actually made the comparison between barometers possible. That before that, Deluc said that all different barometers gave different results because they used mercury of different quality, and by boiling it, then you assure a sort of standardization of it. But the barometers you have at the moment, it does work or it's damaged? Oh, so the one we have that you saw in the picture is actually a barometer made by Deluc for Saussure, which is in the Museum of History of Science in Geneva. And the glass is broken. And of course, because it's a historical instrument, we cannot take it with us. But you can really dismantle to understand how it is done, or you can only watch? And so the nice thing is that Luc was extremely detailed in the description he gave us about how he made the barometers. We have a very, very detailed description of all the steps that he went through, how he made it, and especially because he made the instrument. Again, he goes into a lot of details. And then the instrument too, in the History of Science Museum at Geneva, we can actually study it and find all sorts of very interesting and fascinating details in terms of how, let's say, the box was built. So Deluc spent a lot of time thinking about how to make the box resistant enough that one can travel with the instrument. So a lot of times in his travels, he would fall with the barometer and sometimes the glass would break. So he started developing the box such that it would actually be able to sustain falls and other shocks and hits on the road. And also the mercury in the glass tube would come out. So again, he needed to be very careful how to secure the mercury inside, also so that no air bubbles would be trapped in the mercury, which again would have made all the measurements so... Ok, merci pour votre
réponse très détaillée. Simon nous a fait remarquer que nous avions un Stéphane Fischer dans le public, et si je pense que c'est notre Stéphane Fischer, c'est-à-dire le conservatoire du Musée d'histoire des sciences et des techniques, qui connaît très bien ce baromètre de Deluc. Donc peut-être que si Stéphane veut nous en pouvez dire. rajouter quelque chose? Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, bonsoir. Donc, voilà, effectivement, je suis Stéphane Fischer, le conservateur du Musée sur les sciences, et je suis en charge de cette réplication. Donc, le baromètre que vous avez mentionné, effectivement, le tube n'est pas forcément cassé, mais il ne contient plus de mercure. Et puis, forcément, pour des raisons patrimoniales, on ne va pas le trafiquer pour le faire fonctionner. Donc, le plus simple dans ces affaires-là, ou le plus raisonnable, est de faire une réplique. Et faire une réplique, ça implique quand même beaucoup de choses. Ça implique déjà de souffler un nouveau tube en verre, ce qui n'est pas forcément compliqué aujourd'hui parce qu'il y a plein d'artisans. Enfin, il n'y en a plus beaucoup des souffleurs de verre scientifiques qui sont encore capables de faire ce genre de choses. Il se trouve qu'à Genève, il y en a encore un qui existe en ce moment, qui est juste tout près de prendre sa retraite, donc qui est capable encore de le faire. Il en a déjà fait un, mais qui n'était pas le bon modèle parce qu'il l'a fait avec un petit capillaire à l'intérieur parce qu'il croyait que c'était un baromètre moderne et pas un ancien, donc il va falloir recommencer la procédure. Et puis, le plus dur, effectivement, l'étape la plus délicate va être de remplir ce tube de mercure. Alors là, il y a plusieurs recettes. C'est sûr qu'on ne va pas faire bouillir le mercure parce que là, on va surfaire. Je pense que personne. Il n'y a pas aucun laboratoire qui nous acceptera si on dit qu'on va faire bouillir du mercure. Et le remplir avec une seringue, avec un capillaire, le glisser à l'intérieur, puis remplir tranquillement le baromètre pour éviter les bulles d'air. Et puis, espérer après que ça marche aussi, parce que pour l'instant, on a vraiment copié le baromètre, on a pris les cotes extérieures, on n'a pas pu démonter le système de robinetterie qui est forcément un peu corrodé par la force des choses et puis qu'on ne peut plus ouvrir. Donc, il y a beaucoup d'inconnus encore, mais on va arriver à faire quelque chose qui ressemble. Est-ce que ça va fonctionner pour donner une altitude? Alors après là, c'est encore un autre problème, une autre étape. On se réjouit de voir le résultat. Est-ce que le souffleur de verre dont vous parlez serait Hans Knus de chez Classtech? Exactement, qui malheureusement vient de se casser le pied. Et le pauvre, il vient de se casser le pied, donc il est hors service pendant quelques jours, mais c'est un battant, hein. Il a 60 ans, mais il lâchera rien. Mais là, il est sur la touche, un peu malgré lui. Il est exceptionnel à ce niveau-là et il a fait des choses remarquables. Je me réjouis de voir le résultat. Est-ce qu'il y aura des invités pour faire votre ascension sur cette fameuse montagne du Buet? Viens qui veut. On se réjouit, on prend nos tickets. Il y en a qui vont avec Elon Musk sur la Lune. Nous, on irait bien sur le Mont Buet avec vous, quelque part. Oui, on a d'autres personnes qui... Pardon. Je profite, on est dans les calendriers, du coup, pour annoncer les prochaines activités. Et puis après, si certains d'entre vous veulent continuer avec les questions, discussions et tout, vous êtes bien sûr les bienvenus. Si jamais, jusqu'à la fin du mois de mai, n'oubliez pas qu'il y a tout plein d'activités en Suisse romande et partout en Suisse sur les fêtes de la nature, avec un lien dans le chat vers le site internet qui les répertorie toutes. La prochaine conférence de la SVSN, ce sera le mercredi 16 juin à 18h30. Ça sera une conférence hybride où on va essayer de réintégrer le musée du Palais de Rumine. Et pour ceux qui ne voudraient pas se déplacer ou ne pourraient pas, eh bien, il y aura la possibilité de la suivre également online. Le 3 juillet, c'est un samedi, nous aurons une conférence, une activité duo avec en début de soirée, il y a une conférence sur les lucioles qui sera donnée par Pablo Duchesne, qui était le lauréat du prix du bicentenaire de la SVSN. Et puis ensuite, on vous accueillera à la Moguetta, sur la commune d'Yvonand, pour venir vous promener dans la nuit avec les lucioles. On vient de parler d'histoire des sciences. Cette année, c'est une année un petit peu spéciale parce qu'on publiera le 100e bulletin de la SVSN qui existe depuis 1840 et des poussières.
Donc, si certains d'entre vous sont intéressés par voilà, l'histoire des sciences et désireraient contribuer à ce bulletin historique, eh bien, vous êtes plus que les bienvenus. N'hésitez pas à contacter nos équipes. Et puis, bon, évidemment, si vous voulez être tenu au courant de toutes ces activités, eh bien, rejoignez la SVSN, devenez membre, ou alors, voilà, regardez, les activités sont gratuites, super dynamiques au sein du bureau. Intéressant. Cool, tous ces sites. Après, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour l'invitation. Et puis merci aux gens qui sont venus nous voir et nous écouter. Est-ce que nous avons encore des questions ou nous concluons? J'ai peut-être moi une petite question. C'est peut-être M. Fischer qui peut répondre. Est-ce qu'il y a d'autres instruments équivalents à ce baromètre que vous avez repérés dans d'autres musées, d'autres endroits où ils ont été conservés, ou ça serait le seul exemplaire qui existerait encore? Alors, en fait, le baromètre de Deluc, ce n'est pas tout à fait celui qu'on va répliquer. On va répliquer plutôt celui qui a été un peu transformé, amélioré par Marc-Auguste Pictet, qui est un des élèves de Saussure, qui a aussi emporté sur Mont-Blanc, qu'il appelait son espèce de nouveau baromètre, qui a deux, trois petites, c'est plutôt des améliorations ergonomiques que des améliorations, on va dire, conceptuelles. Et il est quelque part un peu plus simple à manipuler et à transporter. Mais il n'en existe pas beaucoup de ces baromètres. Et, enfin, on a deux exemplaires du baromètre. Un qui est monté sur Mont-Blanc, c'est effectivement celui que Deluc avait fabriqué, que Saussure a emporté avec lui. Et celui qui a été amélioré après coup, enfin, il n'est pas monté sur le Mont-Blanc, mais c'est un modèle similaire, donc qui a été retrouvé après coup. Mais donc, c'est celui-là qu'on va essayer d'améliorer, puis justement de transporter, puis surtout de le rendre transportable. Merci pour cette précision. Si on revient sur le chapitre des parfums, puis-je vous demander ce que vous avez pensé de ces parfums? Je pense que vous les avez eus entre mains. Non, vous ne savez pas. C'est encore la surprise. Oui, les étudiants présentent les résultats de leurs travaux le 2 juin. D'accord. Donc, si vous êtes la bienvenue, si vous voulez venir voir, enfin, ce sera par Zoom, hein, comme d'habitude. Oui, mais il faudra qu'on fasse un saut sur le campus pour aller. Ça serait intéressant d'avoir les opinions des uns et des autres. Après, au niveau des parfums, je crois, bon, ça a varié selon les époques, mais fallait cacher certaines odeurs. Il y avait aussi à un moment donné, on ne fallait pas se laver. En revanche, il fallait utiliser telle et telle huile essentielle, finalement, si on résume. Il y avait aussi du curatif, du préventif. Donc, est-ce que là, vous avez fait en tant que parfum pur et dur, ou est-ce que vous avez aussi envisagé d'autres propriétés thérapeutiques, si j'ose dire, par rapport à ces mélanges? Ce sera aux étudiants de nous le dire. Il y a effectivement toute une histoire culturelle très intéressante sur le sens de l'odorat et sur leur perception culturelle, etc., du corps, mais aussi dès le 18e, des pollutions urbaines, etc. Ça, par exemple, dans la ville, ça impose une certaine carte sociale en fonction des endroits et des odeurs. Donc, ce sera, en ce qui concerne ces parfums, effectivement, une des questions moi, qui m'est venue en tête quand on a vu leur présentation de mi-semestre, c'est que c'était des choses, ça a l'air d'être assez épais en fait comme mixture. Je pense pas le petit parfum qu'on va se mettre dans le cou. Et effectivement, ils se sont rendus compte que ce sont des choses qu'on s'étale sur l'avant-bras, qui devaient probablement avoir des vertus particulières, ou enfin des vertus physiques ou des vertus symboliques. Donc ça, ce sera eux qui nous le diront. Moi, je ne connais pas bien l'histoire des parfums. Julien Andrès qui était là ce soir est la personne qui a vraiment chapeauté toute l'équipe et que je remercie au sein de l'Amphipôle d'avoir si bien coaché vos étudiants. Il a eu la primeur au moins d'en sentir un. Nos techniciens, il y a 2-3 personnes qui ont déjà eu la primeur de le sentir. Est-ce que Julien, tu as un retour à nous donner? On est entre nous, personne ne nous écoute, tu peux y aller. Ah, Julien, ouais, ça y est, son micro fonctionne. Alors, moi, je ne l'ai pas senti. Il n'y a que Claude qui l'a senti. Ah.
J'ai pas Donc, on ne encore eu sait pas. l'occasion. Le mystère reste. La seule chose que nous indique l'autre, c'est perso, je ne l'utiliserai pas tous les jours. Voilà, je livre l'info pour ce qu'elle est. Alors, il a sûrement senti le parfum de Jules César. Effectivement, j'ai C'est été le amené premier. à aller dans un magasin pour animaux acheter de l'herbe à chat pour le parfum de Jules César. Donc, c'est étonnant, mais il est Bon, possible on que ce se, ne soit pas tout à fait à notre goût. on se réjouit et je vous propose que pour votre ascension du buet, vous portiez les différents parfums sur vous et vous nous raconterez si vous attirez les insectes ou pas. Si on espère les repousser, surtout au mois d'août. Mais... Oui, et ça serait mieux. Sur cette petite blague, peut-être que nous arrivons à la fin de notre conférence, sauf si quelqu'un veut encore intervenir. Cela ne semble pas être le cas. Donc, je vous remercie une fois de plus pour vos participations. Nous avons vraiment apprécié vous entendre et nous avons senti, palpé toutes ces expériences. Just do it. On viendra volontiers faire des ateliers chez vous, je pense. Et vous pourriez vraiment, ça serait sympathique si vous vouliez participer pour comme disait Julien, pour le 100e bulletin de la SVSN. Il me semble qu'il y a vraiment un beau lien entre l'instrumentation, le lien dans le passé, avec cette ascension de la montagne, etc. Vraiment, nous serions honorés si vous participiez. Ça nous ferait vraiment plaisir. Avec plaisir. On espère peut-être se retrouver dans quelques temps avec des ateliers, qui sait, ça serait sympathique de faire une deuxième partie pratique, prendre la plume ou d'autres. Si jamais on arrive à organiser ça, ça serait vraiment volontiers. Avec plaisir également pour le premier semestre de l'année scolaire prochaine. On se retrouve volontiers. Merci à tous nos participants, merci à tous nos auditeurs. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous nous retrouvons donc pour notre prochaine conférence qui sera sur un thème complètement différent puisque cette fois-ci nous parlerons des requins. Bonne soirée, à bientôt, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci.